Montre et mystère sous le soleil et surtout les étoiles d'Hollywood, de James Bond à John Wick en passant par American Psycho, tous ont leur montre préférée. Faut dire que le cinéma a bien failli faire fonctionner même ses caméras avec des mouvements horlogers. Bonjour et bienvenue dans Montre et mystère, je suis Guillaume Lariche, journaliste en compagnie d'Alexandre Bouchard, vendeur d'élite de montres de luxe. Alexandre, horlogerie et Hollywood forment-ils un duo de choc ? Ah bah oui, là si tu veux le monde de l'horlogerie en fait qui est plutôt caché, discret, qui était en Suisse à proprement parler, ou en tout cas dans les boutiques, a été rendu visible pour le grand public. C'est-à-dire qu'on voyait son héros ou sa héroïne préférée se battre, aller dans des aventures extraordinaires, faire partie de meetings politiques, et tu pouvais voir tout de suite la montre qu'ils avaient au poignet, donc ça évoquait leur style. Donc ça, si tu veux, ça imprime l'esprit. Quelle est la première montre, justement, pour un héros ou une héroïne ? La montre pour un héros ou une héroïne, c'est la montre, entre guillemets, qui va résister à toutes ces aventures. Tu vois, je pense à Indiana Jones, qui court à gauche à droite. Voilà, c'est une montre des années 30-40, parce qu'on respectait quand même, le goût des aventures. Tu vois, ils t'ont remis là dans le dernier qui est sorti, l'Indiana Jones 4, une Hamilton. Tu vois, qui correspond parfaitement à l'esprit de l'époque et à la signature. Après, pour ton héros-héroïne, je pense par exemple au film The Gray Man avec Ryan Gosling, production Netflix, où là, il porte une tag à heure, tu vois, ça te donne aussi un peu son style, comment il imprime, ses coups sur ses ennemis avec, en ayant l'heure au poignet. Ces grandes maisons payent pour avoir leurs bijoux au poignet des stars ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, si tu veux aussi, il faut comprendre que les maisons de production ont besoin d'argent pour pouvoir payer ces stars, payer toutes les petites mains qui travaillent dans l'élaboration des scénarios, la construction, en tout cas derrière la caméra, pour dire les choses de manière la plus simple. Donc ça coûte énormément d'argent, et derrière, quand tu peux avoir un peu d'argent, et surtout que ça rentre dans la logique, on va dire, du scénario, on va pas hésiter à t'expliquer que le héros porte cette montre. James Bond, lui, c'est quoi sa montre ? Alors James Bond, il y a plusieurs James Bond, donc il y a plusieurs montres, mais je préfère aller sur la dernière, la montre officielle, qui est Omega, parce que c'est elle qui a le plus imprimé. En fait, il a évolué, il en a eu plusieurs, mais c'est vraiment Omega qui est vraiment la montre phare, la montre emblématique de James Bond. Elle a plein d'usages possibles. Généralement, il y a un gadget qui se planque dedans, c'est-à-dire une fléchette empoisonnée, quelque chose qui te permet aussi un explosif, comme tu peux le voir dans Spectre. Il y a plein de possibilités. Et puis aussi, c'est cette montre aussi un peu d'aventurier. Tu vois, la Omega, c'est une montre qui est en lien avec le monde spatial. Mais là, cette fois-ci, c'est une montre d'espionnage, c'est une montre cocktail. Alors, est-ce que cette montre a sa réplique pour le grand public ? Oui, tout à fait. Justement, en fait, à chaque sortie de James Bond, il y a une édition spéciale qui sort. Tu vois, par exemple, pour le dernier, pour chaque James Bond, on dira avec Daniel Craig, il y a eu une Omega spécifique et il te la porte bien. Ça évolue. Tu vois, il va y avoir une Omega Seamaster, donc il faut imaginer. En fait, il n'y a pas à proprement donné des codes de James Bond. C'est James Bond avec la Omega. Alors après, il y a une édition limitée où là, à un moment donné, ils en ont sorti deux. On avait une qui était inspirée des plages de Jamaïque pour Dr No. Tu vois, ils ont fait aussi au niveau de qu'on appelle le fond de boîte de la montre, c'est-à-dire quand tu la retournes, tu peux voir le mécanisme et tu vois l'espèce de spirale du calibre de l'ordre de la séquence d'introduction d'un James Bond où il tire face à l'écran. Il y a eu des petits clins d'œil en tout cas pour dire que James est le meilleur allié d'Omega et Omega est le meilleur allié de James Bond. Bon, des montres qui ne tirent pas de fléchettes et qui ont pas d'explosifs. Par contre, des montres qui ont des complications particulières ? Dans le cinéma ou pour James Bond par exemple? Pour James Bond, en soi-même non. C'est James Bond est avant tout un agent, donc il a juste besoin d'avoir l'heure pour en parler. Donc 3 aiguilles date, c'est déjà très bien. Peut-être un chronomètre pour calculer les choses. Après, il a pas beaucoup le temps de regarder ces complications. C'est simple que quand tu mets des complications, on va dire un peu différentes, je pense à l'équation du temps marchande ou ce genre de choses, là c'est trop compliqué, donc là c'est peut-être le grand méchant, on va peut-être l'apporter aussi, c'est un homme de goût, parfois il est français ou allemand, mais c'est lui qui va avoir, on va dire, les montres de luxe. Alors justement, tu abordes le problème du méchant, les méchants ont des montres ?
Ah oui, le méchant ça a toujours une montre. Alors ça a aussi imprimé son caractère, hein. Comme je disais, il y a des phénomènes d'identité et la montre va exprimer aussi, tu vois, est-ce qu'il est côté sport, par exemple, qu'on a vu avec James Bond, où c'est un agent secret. Après, ça peut être aussi un homme élégant. Il va porter peut-être une Cartier, une Tank. Tout dépend en fait de ce qu'il veut faire. Donc après, par exemple, dans les méchants, c'est compliqué, mais par exemple, Patrick Bateman dans American Psycho porte une Rolex. Il me semble, et en fait, si tu veux, ça représente parfaitement ce côté trader qui cherche absolument à se plaire et à trouver sa place dans l'Amérique des années 80. C'est un peu compliqué de pouvoir trouver son identité pour lui, et c'est ça qui est intéressant. C'est pas contre-productif pour une maison, justement, de placer sa montre sur le poignet d'un méchant? Généralement, un très bon méchant, il y a surtout un très bon acteur qui se cache derrière. Quand je pense à Sir Christopher Lee, hein, qui a été donc Saruman, le comte Dooku dans Star Wars, et aussi il a été dans la saga James Bond. En fait, on le voit lui. Donc si tu veux, ça reste positif. Tu vois, par exemple, au niveau des personnages comme dans Ocean's Eleven, tu regardes, ils sont des braqueurs, hein, donc ils ont gagné de l'argent, ils ont volé un casino. Bon, bah tu vas avoir aussi bien Brad Pitt et George Clooney qui sont gentils, mais après tu vas avoir Andy Garcia qui est la personne qui s'oppose à George Clooney dans l'histoire de Ocean's Eleven, où tu vois Brad Pitt a une Belen Ross et tu vas avoir George Clooney qui est une Hamilton. Donc c'est vraiment des monstres fonctionnels pour des voleurs. De l'autre côté, il faut être un peu plus précis, observateur sur Andy Garcia, parce que il est toujours très très bien habillé, donc on a du mal à pouvoir voir s'apparaître sa montre. Mais il y a toujours un style. Tous les méchants ont des très bonnes montres aussi. En fait, si tu veux, c'est un lifestyle, donc ils sont au même niveau que le héros. C'est pas juste des gens cruels et méchants, c'est aussi des gens qui ont du goût. Alors ça, c'est sur le plateau de cinéma, mais en dehors des plateaux, est-ce que ils ramènent chez eux les montres qu'ils ont eues sur le tournage? Est-ce qu'on leur en fait cadeau? Oui, alors ça dépend s'ils ont eu un contrat avec. Tu vois, par exemple, Ryan Gosling, qui est avec, je disais, dans The Grey Man, avec la production Netflix, il est ambassadeur, donc on la lui offre bien volontiers. Tu vas avoir aussi parfois, alors c'est pas juste qu'ils repartent avec donc un accessoire qu'on leur a imposé, hein. Parfois les acteurs imposent leur montre parce qu'ils font partie aussi du processus d'échange au niveau de la création du personnage. Et ils se disent ça serait pas mal aussi, j'aimerais bien voir cette montre affichée. Donc par exemple, tu vas avoir je pense à Sylvester Stallone dans The Expendables, qui aime bien les grosses montres et qui derrière a dit c'est la montre de mon personnage, c'est un mercenaire. Tu vois, il a une montre assez imposante. Alors, j'en oublie ce que c'est, il faut regarder, hein, mais ça donne vraiment son style avec Statham et les autres, mais ils sont complètement dans ces personnages-là. Donc en fait, c'est eux qui vont imposer aussi ce qu'ils portent. On a justement les montres des stars du cinéma, et on n'a pas parlé de celle de John Wick. Alors la montre de John Wick, c'est une Carl F. Bucherer. Là, c'est une montre qu'on voit à un moment donné apparaître lors d'une scène de combat, mais ce qui est assez incroyable, c'est que pendant qu'il y a une scène entre guillemets de combat avec des arts martiaux, épée et pistolet, on la voit apparaître sur un écran géant, tu vois, on voit que ça. C'est ça qui est assez incroyable, parce que ils ont fait en sorte d'avoir un contraste avec l'obscurité au niveau du combat, et derrière cet écran géant qui illumine cette montre qui a un côté un peu enflammé. C'est assez exceptionnel d'avoir une mise en avant comme cela d'une montre. Alors, on connaît donc tes connaissances dans le monde de la joaillerie et de la haute horlogerie. Maintenant, tu nous démontres aussi tes connaissances dans le monde du cinéma, mon cher Alexandre. Une petite question. Il faut dire que le cinéma a bien failli faire fonctionner ses caméras avec des mouvements horlogers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, au début, on débobine. Donc, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc, au début, en fait, c'est de la photographie. Et la photographie, en fait, ça utilise de la mécanique. Donc on cherchait à pouvoir simplement faire fonctionner au mieux, si tu veux, j'ai envie de te dire bobine, toupie, tout ce qu'il y a au niveau de la caméra. Mais ce qui est intéressant, c'est que la mécanique horlogère a été pensée aussi pour pouvoir actionner des éléments d'engrenage au niveau de la caméra. Donc c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on a mis un peu de temps à trouver le format donc pour pouvoir filmer, mais les montres n'étaient pas très loin. Montre et mystère touche à sa fin. On parlait donc des étoiles d'Hollywood. Y a-t-il encore une dernière chose à savoir? Oui, alors il y a dans toutes les montres, il y a des reines du cinéma, parce qu'on en voit apparaître au poignet de tout le monde. Mais il y a des montres aussi qui sont devenues iconiques, c'est-à-dire que d'ailleurs les maisons vont les employer, et puis en disant on a ce côté glamour Hollywood, hein, ce qu'on appelle
la Hollywood Gold Era, c'est-à-dire cette époque ancienne en noir et blanc. Et très souvent, on peut apercevoir donc des montres tank de chez Cartier. Et quand tu vois parfois dans des bouquins voilà, qu'ils éditent, on voit tous les grands artistes. Hein, alors j'ai hésité comme ça, et on pas forcément une montre Cartier au poignet, mais c'est ce que ça évoque. Tu vois, Audrey Hepburn, Cary Grant, Grace Kelly. On a l'impression qu'en fait, ces personnages et acteurs sont liés à certaines maisons horlogères. Donc si tu veux, ça donne aussi une part de rêve, et ça donne aussi un ancrage de ces marques horlogères dans une histoire qui n'a rien à voir avec l'horlogerie. Et c'est ça que c'est passionnant. Alors, après avoir parlé d'Hollywood, Montres et Mystères s'intéressera au prochain épisode à la Royal Oak d'Audemars Piguet. Je crois qu'on peut même dire que c'est un petit peu une supercherie dans le milieu, cette montre, par rapport à ce qu'elle propose, comparée aux autres. On aura l'occasion d'en parler lors de notre prochain épisode. Montres et Mystères, c'est fini. C'était Alexandre Bouchard et Guillaume Lariche. Merci de nous avoir suivis.